Nombreux et nombreuses à cette avant-première. Je me présente, je m'appelle Pablo de Freitas. Je travaille au Cinéma Indépendant Parisien, l'association qui est derrière Avant-Première pour sa 9e édition, du 2 au 10 juillet. Donc c'est 28 films en avant-première dans 28 salles indépendantes différentes. Donc voilà, on n'est pas encore au 10, donc vous avez encore des bonnes excuses pour aller en salle. C'est un peu, selon moi, la manifestation de la frustration, puisqu'il y a plein de films en même temps. Donc ce soir, on est ici, il y a aussi 4 autres avant-premières dans les salles indées. J'ai normalement distribué avec ma collègue Léonore un programme à peu près tout le monde, sinon ils sont disponibles à l'accueil si vous voulez vous renseigner sur la suite de la manifestation. Et j'aimerais vous dire 2-3 mots sur l'association des cinémas indépendants parisiens. C'est une association qui a été créée en 1992, qui a plus de 30 ans maintenant, et qui a été créée à l'initiative de salles indépendantes pour créer des actions mutualisées et permettre à tout type de public d'aller en salle pour aussi voir tout type de films. Donc, encore aujourd'hui, on est une équipe motivée pour organiser et créer plein de différentes actions culturelles. C'est en direction de tous les types de publics. On a des actions pour le plus jeune, donc notamment avec l'enfance de l'art, des clubs pour les 6-12 ans avec le Sandwich Club. On coordonne aussi les dispositifs d'éducation à l'image, donc collège au cinéma, lycéen apprenti au cinéma. On a aussi des actions vers le public 15-25 ans. Et avant-première, notre événement vitrine en chaque début d'été, c'est l'occasion de montrer plein de cinématographies différentes et aussi à chaque salle indépendante d'affirmer sa ligne éditoriale. J'aimerais aussi vous parler d'un produit qui est mis en avant avec les cinémas indépendants parisiens, c'est la Cinécarte. Donc c'est une carte prépayée non nominative qui vous permet d'accéder à différentes salles. Vous pouvez l'acheter d'ailleurs notamment à l'accueil du magasin, du cinéma. Et enfin, j'aimerais faire aussi un petit tour de remerciements. J'aimerais remercier Pathé et le Cinéma du Panthéon qui nous permettent d'organiser cette avant-première ce soir. J'aimerais aussi remercier les partenaires officiels d'avant-première, donc le CNC, la région Île-de-France, la DRAC Île-de-France, la ville de Paris et Audience, et aussi nos partenaires culturels, donc Sorociné, Lucky Time, les Cahiers du Cinéma, Frenchmania et Radio Nova. Forcément, j'en oublie un. Merci beaucoup. Je vais donner maintenant la parole à Eric Libio, qui va vous introduire aussi d'autres super invités. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Merci d'être si nombreux et d'être là, surtout. J'imagine que si vous êtes là, c'est que vous voulez absolument voir le film, ça tombe bien, on va vous le projeter. Il va y avoir une petite présentation, puis après on fera une rencontre. Je vais donc vous présenter les invités de ce soir, et puisque c'est aussi une comédie musicale, donc de la musique et des paroles, et j'appelle Camille et Clément Ducol. Camille qui est chanteuse, parolière, et Clément qui est musicien. Des petits poussins, formidable. Bonsoir. Et puis Jacques Audiard, réalisateur du film. C'est un micro pour toi. Oui. Alors Jacques, à part bonsoir. Bonsoir, on est ravis d'être là. Je dis rien, quoi. Tu vas tout de suite. Non, mais moi, je sais pas, c'est comme tu veux, Eric. Alors, comment c'est une présentation, donc on va faire court, parce que la salle, il fait assez chaud dans cette salle. En plus du fait qu'on n'ait qu'un seul micro pour 3. Et si tu en veux 2 directement. Alors en fait, dis ce que tu as à dire, Camille, pour présenter le film. Eh bien, Emilia Pérez, c'est l'histoire de quelqu'un qui change de tout sauf de cœur, et c'est son cœur qui change le plus. Je sais pas quoi dire après ça, mais non, mais c'est ce qui est très beau, c'est que c'est une histoire qui est aussi mise en musique, donc qui prend un petit peu de distance par rapport au réel, et j'espère que ça vous permettra de voir un peu plus la vie comme une comédie musicale. C'est beau ça aussi. Moi je vais juste dire une chose, comme ça, que ça m'a étonné quand ça s'est produit. J'ai écrit les premières lignes en 2019 ou 2020, donc ça remonte assez loin.
Et en fait, la première forme, c'était ça. En fait, j'ai écrit un opéra. En fait, c'était un opéra en 30 pages. J'avais fait une espèce de chose qui était divisée en actes avec des personnages assez forts, assez costauds. Et que donc, au départ, c'est un opéra. À l'arrivée, c'est une comédie musicale. C'est normal, c'est logique. Voilà. Je vous souhaite une bonne projection et on se retrouvera dans 2 heures, de 2h05. On va passer très vite. Bonsoir. J'ai l'impression que vous avez aimé le film. Tant mieux. Camille est déjà là. On peut la réapplaudir si vous voulez. Clément Dutel, Albert musicien, et Jacques Audiard, réalisateur. Commencer si vous voulez. J'aime bien ces métiers où j'ai rien à faire, hein. C'est formidable si tu veux continuer. Jacques, la plupart de tes films prennent des chemins parfois détournés pour arriver au film lui-même. La plupart d'ailleurs, ce sont des idées qui ne sont pas forcément des idées de sujet, des idées d'histoire, mais d'autres sujets. De prendre par exemple, tu m'avais raconté pour Le Prophète, de prendre des nouvelles figures du cinéma. Là, celui-là a aussi une histoire un peu particulière, des chemins de traverse que tu as appris. Est-ce que tu peux rapidement brosser? On est encore demain, alors. Mais oui, mais c'est prévu comme ça. J'ai commencé tout à l'heure à dire quelque chose qui était suffisamment singulier pour que je le note. C'est le fait que j'ai commencé à écrire quelque chose qui ressemblait à un opéra, un petit opéra. Et longtemps, on en a parlé avec Clément dans ces termes-là, d'ailleurs. Et puis voilà. Alors, pour comment c'est venu, ça, je ne sais pas trop. Si ce n'est que j'avais déjà eu, il y a très longtemps, c'était mon deuxième film, Un héros très discret, avec Alexandre Desplat. On avait caressé l'idée de faire un petit opéra de ça, à la manière un peu de Veil et Brecht, Adams, ou de comme ça, ou de un film où tu filmes d'ailleurs des musiciens en train de jouer. Oui, c'est ce qui reste de l'idée. Et donc c'était quand même un petit peu en germe. Et puis en fait, je m'aperçois d'une chose, on en parlait tout à l'heure, c'est que je me suis questionné sur le fait de comment se fait-il que j'ai fait je ne sais plus combien de films dans une langue qui n'est pas la mienne. C'est quand même singulier, en plus des langues que je ne parle pas. Je ne parle pas tamil, je ne parle pas anglais, je ne parle pas espagnol. Et alors, j'en suis venu à la conclusion qu'en fait, c'était le caractère absolument musical des langues qui m'intéressait et d'abandonner quelque chose que je connais. Je suis très attaché à ma langue. Et donc, je vais être probablement trop pointilleux, et alors qu'il faut se laisser porter par le chant de la langue. Voilà. J'ai fait le tour. Bah, tu vois, on n'est pas de pain finalement. Mais ce film-là commence quand même par l'idée de la musique, de la danse, d'une comédie musicale, d'un mélange des genres, comme tu aimes souvent faire. Je pense que c'est oui, peut-être que dans l'idée originale, moi je suis parti d'un personnage dans un roman, mais qui n'était pas exploité par l'auteur. Le personnage, c'était un narco qui veut changer de corps, qui veut changer de sexe. Mais sauf que dans le livre, c'était pour échapper à sa concurrence. Nous, c'était pas du tout ça le propos. Et oui, il y a ça au départ, et c'est vrai que moi je pense que c'est ce qu'a... À partir du moment où je me suis attaché à cette idée, tout est venu. Le Mexique, l'idée d'un film qui soit dans sa forme transgenre lui-même, qui passe par la telenovela, par le film Narco, par je ne sais pas quoi. Et c'est vrai que c'est un film qui, en fait, formellement, a tendance à muter toujours un petit peu, jusqu'à la limite, même parfois, peut-être du kitsch, de l'excessif, avec des choses où il y a ce qui est formidable dans le chant, ça c'est une chose que j'ai découvert, c'est que quand vous écrivez du scénario, vous avez une séquence, vous faites une page, 2 pages, 3 pages, 4 pages, 5 pages, comme ça, et puis c'est les didascalies, colonne de gauche, colonne de droite, dialogue, et que comment vous développez
vous développez des idées et seulement à la fin, il y a l'élément cardiaque qui arrive. Tu vois, alors quand c'est chanté, c'est l'élément cardiaque est immédiat. Voilà. Et puis ça va beaucoup plus vite. Voilà. Alors la plupart du temps, enfin en tout cas dans tes derniers films, tu commençais l'idée d'un film et tu appelais Thomas Wittgen et avec Thomas, vous travailliez à l'élaboration de... Non, parfois on cherchait l'idée ensemble. Oui, je veux dire que c'était le couple se faisait entre lui et toi. Et puis oui, là, je suis parti seul. Voilà, cette fois tu as appelé Clément et puis Camille Oui, après. Clément, et puis Thomas nous a rejoint à un moment donné où il y avait déjà une ou deux. Pourquoi cette envie d'inverser? Parce que vraiment c'était de la musique qui allait commander tout le reste. Ouais, peut-être, je sais pas. Oui, vraiment. Mais peut-être que j'avais envie d'être. De me confronter seul, comment l'élaboration de la chose, disons, à ce qui serait la matrice. J'avais peut-être besoin d'être ça. Ça m'est déjà arrivé des trucs comme ça, mais je me soigne. Clément, alors, alors Clément. Il y a peut-être des musiciens dans la salle. Moi, je suis totalement incapable d'écrire de la musique. Je ne sais même pas comment ça se passe d'ailleurs dans la tête, intellectuellement. Comment est-ce qu'on imagine une musique, comment ça s'écrit, comment ça s'invente, comment ça se crée, comment ça se... Voilà, quand Jacques vient vous voir et que vous devez composer des musiques et des chansons, quels sont les premiers... Assez basiquement, quels sont les premiers moments qui se passent? Mais je crois que c'est pas intellectuel, justement, c'est pas dans la tête, mais c'est vraiment se connecter avec ce qu'on avait, c'est-à-dire c'était un traitement d'une 30aine de pages, et se connecter émotionnellement à ce qu'on reçoit de ce qu'on lit. Et la musique naît de ça, en fait. Et il n'y a pas vraiment de... On parle beaucoup, on se rencontre, c'est aussi une affaire de rencontre avec Jacques, avec Thomas, avec Camille, avec le scénario, avec les personnages. Et après, c'est comment on transpose ça musicalement. Mais ça veut dire que c'est une couleur, c'est un genre là aussi, c'est un mélange des genres, c'est trouver des références musicales, c'est comment ça s'est construit entre Jacques et vous? Non, il n'y avait pas vraiment de référence musicale. Jacques, à un moment, il nous a dit, bon bah, maintenant allez-y, proposez-moi des choses. Après avoir beaucoup parlé, il fallait qu'on se jette un petit peu dans l'écriture et que de ce traitement naisse la musique. Et puis après, ce qui était hyper intéressant pour nous, c'est qu'on arrivait très en amont. Parce que la volonté de Jacques, c'était de construire l'architecture de son scénario en chanson. Et comme il le disait tout à l'heure, dans la musique, il y a une forme d'immédiateté. C'est-à-dire que la chanson peut exister très vite. En 1 heure, on peut faire naître une chanson qui potentiellement ne bougera pas jusqu'au bout, c'est-à-dire à peu près 4 ans et demi de travail. Donc ça, dans les deux sens, je crois qu'on a appris. Moi, je suis très admiratif du temps long qu'il y a dans le cinéma, où on peut remettre en question 30 fois les scènes, le scénario, les choses. Et à l'inverse, Jacques, je pense, a été aussi assez surpris parfois de voir qu'une chanson pouvait naître en une journée, juste à la lecture d'un traitement. Et ça, c'était assez passionnant, ces allers-retours permanents entre la musique, la mise en scène. Il y avait aussi cette chose qui était l'espagnol. Et l'espagnol, oui, parce que vous parlez de références, souvent il y a des questions qui viennent sur quelles ont été les influences mexicaines sur la musique. Et en fait, Jacques parlait de la langue. Moi, je trouve que c'est une grande liberté de ne pas maîtriser la langue. Par exemple, moi, je ne parle pas du tout espagnol. Et du coup, cette langue devient une musique, devient un instrument, en fait. Et moi, cet instrument, et Camille aussi, on s'en est servi dans la palette de sons, en fait. Mais il n'y a pas eu de volonté de faire du mexicain ou du néo-folk mexicain que j'aurais été incapable de faire. Et Camille, vous, comment est-ce que vous avez imaginé vos interventions, votre travail dans cette grande histoire? Comme ça. Moi, j'ai commencé par tomber amoureuse de Emilia Pérez. Je pense comme à peu près toute l'équipe du film. Je crois que j'ai vraiment eu un coup de foudre pour ce personnage. Et je crois que je suis encore amoureuse d'elle, encore aujourd'hui. Et ça m'a tellement parlé, cet homme qui devient une femme. Enfin, on a tous du masculin et du féminin en nous. Ça m'a tellement tout de suite bouleversée. C'est vraiment ça qui m'a guidée. Et puis après, moi, c'est un exercice que je connaissais pas, travailler pour un film de cette ampleur, faire une comédie musicale. Donc, Jacques a ce talent de bien détailler les étapes à ses équipes, en tout cas à nous,
à bien nous expliquer que là on a cette étape, mais pas encore à la suivante. À aussi remettre en question en permanence le travail, c'est toujours très vivant. Et donc moi je me suis laissée un peu guider sur les différentes étapes de travail qui ont été quand même, il y en a eu beaucoup, hein. Il y a eu l'écriture des chansons, ça je connais un peu, mais autour de la table avec le scénario. Puis il y a eu la préparation du tournage, des playbacks pour le tournage, puis il y a eu le tournage, et puis il y a eu la post-synchro, et puis enfin tout ça, la post-synchro je savais pas ce que c'était avant d'en faire, hein, voilà. Donc ça a été des rôles très très variés. Il y a eu un WIP audio, un Work in Progress audio, l'enregistrement du film en audio avant le tournage aussi, où j'ai fait avec d'autres comédiens les voix des personnages, où j'ai chanté les chansons avant qu'on trouve les comédiennes. Donc c'est plein de choses comme ça qu'on jalonnait et c'est génial. C'est une aventure. Quelle chance! Est-ce que votre créativité arrive toujours à se faufiler à travers les lourdeurs techniques, parfois, de l'écriture, de la mise en scène, des appareils qu'il faut pour un tournage? Est-ce que c'est quelque chose qu'on mesure avant et auquel on est confronté à un moment donné, un peu plus tard dans le processus? Je crois qu'on est tous confrontés à ça. Moi, j'ai vu Jacques se taper 2 jours à refaire les S de Carla Sofia parce qu'elle faisait che au lieu de faire S sur tout le personnage de Manitas. Il y a des moments où on est dans la pure créativité, quelque chose de complètement jouissif, et puis des moments où on est dans la technique, des moments où moi j'étais avec des comédiennes à essayer de leur refaire faire des trucs qui les embêtaient profondément. Donc elles ne comprenaient pas forcément les enjeux. Même Jacques, des fois, j'ai harcelé sur des trucs qu'il ne comprenait pas ce dont je parlais. Par exemple des histoires de justesse, de calage rythmique, de souffle, de machin, où je parlais chinois, et puis tout à coup, ah oui, mais... et inversement, enfin je veux dire... voilà, donc des fois, on est dans des choses extrêmement ingrates, des luttes comme ça, voilà, qui font émerger des choses intéressantes aussi, des choses très techniques, des choses très jubilatoires. Et la créativité, c'est tout ça, et ça, on le sait bien en tant qu'artiste que c'est pas toujours on a une idée de chanson et puis ça, en un quart d'heure c'est fait. Pas du ciel, oui. Puis là, 4 ans et demi, ça m'était jamais arrivé comme processus. C'est très très. Et moi, je crois que j'adore le genre comédie musicale parce qu'on se distancie du réel. On n'est pas en train d'imiter la réalité, mais j'ai l'impression d'être un peu plus dans ma tête, ça me rassure. Enfin, j'ai envie d'inviter les gens à essayer d'être dans ma tête, c'est-à-dire dans la rue, par exemple, moi, tous les bruits je sais pas, de travaux, des gens qui chantent, des gens qui parlent, tout peut devenir rythme ou mélodie. Et souvent, ça m'interpelle. J'aime bien vivre en m'imaginant que tout est musique. Et là, la comédie musicale, je trouve qu'elle permet de révéler des choses peut-être dans le quotidien. Peut-être qu'après, on voit le quotidien un peu différemment. On entend de la musique un peu partout. Et moi, j'adore, vous parlez de lourdeur technique, mais moi, j'adore le côté, par exemple, les décors, je trouve ça complètement génial. Moi. Je suis comme un enfant, et ça me permet aussi d'être dans une fabrication d'un réel, mais qui est fantasmé un peu, et qu'on transcende. Et ça j'adore, moi, au contraire. C'est vrai que les décors, ça, c'était... Alors là, on était comme des gamins, quoi. On va y arriver. Et Jacques, inversement, comment est-ce que la musique, l'idée de la musique, l'idée des paroles, des chansons, a influencé ou a empoisonné, au bon sens du terme, le scénario, la dramaturgie, l'écriture que tu fais d'habitude avec Thomas? Ça a une toute autre... C'est-à-dire que ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure sur la différence. En fait, une chanson, ça commence et hop, tout à coup, vous êtes saisi. Et que c'est comment la musique et le chant ont une capacité d'accélération de l'émotion que j'ai découverte. En fait, avant ça, je pouvais on envisageait la chose, mais à ce point-là, c'est quand même singulier. Et puis quand même, c'était frappant quand dans des grands trucs comme le truc de charité, quand Zoé y va, bon, c'est merveilleux. Donc je pense que je suis payé pour. Est-ce qu'il a été question à un moment donné de faire un
un film comme Demi entièrement musical, ou est-ce que Tu veux dire tout oui, chanter? ou est-ce que Non, ça a été non. Non. Oui, non. Si. Ah bon, bah, écoute. Ah si, moi je me souviens qu'au tout début, ça a C'était été... ça a le été deuxième jour, tu veux dire. Oui, voilà, mais ça a été envisagé. Le deuxième jour, il y a 4 ans. Oui, mais il y a eu beaucoup de choses qui ont été envisagées. Je pense que tout a été envisagé, c'est ça qui est bien. Ouais, si, ça a été envisagé. Mais Oui. ça a été laissé tomber, mais pas le deuxième jour. Mais peut-être parce que quand tu abordes le genre comédie musicale, c'est exactement l'alternative qui t'est proposée. Tu fais ça ou ça. Voilà. On n'avait pas de dialogue, on n'avait pas de scénario de toute façon au début. Oui, Donc on ne pouvait pas imaginer chanter les dialogues. Il n'y en avait pas. Ouais, mais on l'a envisagé. C'est en indirect. On a envisagé le wall to wall. Oui, Je me souviens de cette expression qui est vraie. Moi, je me souviens. Moi, je parlais de la. Pardon, Tu parlais de la musique? moi, je parlais non, de mais la la musique, on dit. Non, moi je parlais de la musique et Ouais, on n'est pas. on s'était pas compris. On n'est pas loin du wall to wall. Et justement, on sait rien, on n'a rien compris. Moi, j'avais l'un à l'autre. imaginé que tout le monde chanterait tout le long. et justement entre le couple Camille, Clément et Thomas, Jacques, Thomas, toi, comment est-ce que les choses se fabriquaient avec les moments dramaturgiques où vous écrivez des scénarios, puis les chansons qui racontent aussi quelque chose, hein, c'est pas juste, c'est pas uniquement Oui, tout à fait. des chansons qui sont hors du drame. C'était l'idée aussi, c'était que les chansons fassent avancer le drame. C'est pas je t'aime, des trucs, j'arrive demain, des conneries, des sottises comme ça. Il fallait vraiment que le. La mort, c'est pas loin de ça. Hein, Oui, mais la comment mort. il faut que- Il y a un vrai conflit quand même entre vous, apparemment. Non, mais ça pour moi, c'est quand le film va vers le kitsch. Ouais, mais tu sais, l'amour, c'est pas toujours kitsch. Et justement, On était sur le wall to wall, Camille. Reviens parmi nous, reviens parmi nous, reviens parmi nous. Oui, donc Jacques, comment est-ce que vous fonctionnez? C'était comme le disait tout à l'heure Clément. D'abord, on était enfermés à Montagenais, dans un truc, il y avait un petit studio. Et on faisait des allers-retours, comme on donnait les textes le matin ou le soir à Camille et Clément. Et puis nous, hop, on allait écouter les premières maquettes, et puis les autres maquettes, etc. etc. Et c'était vraiment, d'abord c'était vraiment en temps réel. Hein, on voyait justement le wall to wall, on voyait le mur se construire jour après jour. Et puis voilà, et puis ça durait très longtemps comme ça, mais c'est vrai que ça. Et à un moment donné, on est arrivé. Moi, je sais pas, faut demander à mes amis comment ils ont ça. Je sais comme on a commencé très tôt. Vous avez commencé très tôt à produire des maquettes, vraiment très très tôt. Ils savaient que certains morceaux, comment 1 an ou 2 ans après, n'avaient pas bougé structurellement. C'était toujours les mêmes. Et là, j'ai eu peur. Je me suis dit non, c'est pas possible. Il faut que. Et là, il y a eu un coup de masse de carrossier sur le truc. On a fait des choix. Ouais, mais il y en a qui sont restés. Oui, Hein, papa, para. Oui, non, bien sûr, c'est ça qui est étonnant. Ouais. Il y en a qui C'est sont ça qui est restés étonnant. tels quels, ouais. Il y en a qui sont partis. Et il y en a qui sont partis, oui. Est-ce que quand on écrit un film d'une telle ambition, d'une telle ampleur, d'une telle nouveauté, D'abord, on se dit pas, tiens, je vais faire un film ambitieux. Non, mais au final, je parle de Ce résultat. matin, j'ai rêvé de faire un film ambitieux. Je parle du bon. Le mec Un est film un ridicule. peu nouveau. Mais nous, on le voit comme Non, quelque chose d'assez ambitieux. Non, c'est assez ambitieux. Moi, On est d'accord. On se lève pas le matin en Quand disant, même, tiens, je vais faire un film Alors, ambitieux. moi, je pose une question. J'ai l'ambition de faire un film. Voilà. Je dis, j'ai l'ambition de faire un film. Oui, déjà qu'on y arrive, Merci, ça sera Camille. pas mal. C'est bon, je vous ai Alors, sorti là. quand on imagine un film comme celui-là, plus sobre, Oui. est-ce qu'il y a des moments donc aussi singuliers, nouveaux? Est-ce qu'il y a des moments de découragement? Est-ce que justement l'ampleur du... Non, il n'y en a pas, tout va très bien. Est-ce que l'ampleur, pardon de reprendre ce terme du projet, pousse à l'excitation, l'enthousiasme ou est-ce que... Il y a un peu de tout, mais c'est... Pour se connaître un peu, des fois, Disons que l'enthousiasme, dès que ça concerne la musique, le chant, ce que tu veux, mais surtout la musique, le chant, l'enthousiasme est plus fort. C'est comment il y a quelque chose de très électrisant, voilà. Moi, comment les scénarios, j'en ai écrit un petit nom quand même, mais c'est pas... je sais que c'est ce truc de tout à coup pouvoir entendre ça, c'est une récompense. Et puis après, c'est les rencontres. On est quand même resté très longtemps ensemble, à la fois ensemble tous les quatre et puis ensemble avec l'œuvre.
Donc forcément, des fois, comme dans toute relation, il y a des frictions, il y a des choses, il y a des choses pénibles, il y a des choses jubilatoires, enthousiasmantes, mais en même temps, c'est les relations humaines, c'est comme ça, c'est aussi comme ça qu'on va au fond de nous-mêmes et qu'on est créatif. Ce qu'il y a de curieux, c'est peut-être parce qu'on était en groupe, à aucun moment il nous est venu l'idée d'arrêter. Non, ça nous dépasse, quoi, ça me dépasse, c'est une chose. Non, moi, les moments où j'en pouvais plus, je me suis dit, on travaille pour l'œuvre. Pour l'ambition, c'est ça. Voilà, on travaille. Elle est incroyablement, dépasse. c'est une ambitieuse. Voilà, c'est ça, voilà. Mais il y a toujours quelque chose d'excitant quelque part dans cette histoire. C'est par là. Et quand on passe à quelque chose, à part une fois que le scénario, là, on passe en ellipse, le scénario, les musiques, les chansons, quand on passe au tournage, est-ce que c'est une autre aventure qui commence, en l'occurrence le Mexique, pas le Mexique, les décors en France ça a été une chose assez importante. Enfin oui, parce que tu disais comment on l'a beaucoup écrit le scénario. Il a beaucoup changé. Pas seulement à la marge. Il y avait vraiment des changements, des gros trucs, mais jusque pendant le tournage aussi. Ça se faisait. Alors il s'avère que quand tu as des playbacks, tu as des numéros dansés. Ces blocs-là, tu ne vois pas les faire bouger. On leur a coupé tout à coup au milieu un morceau, pour que ça puisse raccorder. Mais il y a quand même des chansons qui sont nées alors que le tournage avait commencé. Oui, tout à fait. Mi Camino, par exemple. Oui, donc ça nous manquait une chanson pour Selena. C'était l'orage. Et ça a été fait assez vite. Et oui, c'était quoi la question? Sur l'ampleur du projet, non. La mise en scène. Ce que je veux dire, c'est qu'on y est allé progressivement, mais avec une certaine intensité. C'est on a commencé, j'allais dans un endroit, vous enregistriez dans un autre endroit. Moi, parfois, j'avais à peu près tous les jours, à partir du moment où on était en préparation, j'avais du travail à faire avec les comédiennes. Et c'était comme ça, il y avait 3 ateliers en permanence, et sans nous en rendre compte, on s'est retrouvés sur un plateau de cinéma, on a continué à répéter dessus avec Jalais, et puis tout à coup, un jour, c'était moteur, et puis voilà. Mais on s'est bien préparé quand même à cet événement qu'est le tournage. Tournage particulier parce que ça a été en décor qui n'était pas prévu. Oui, alors d'abord, oui, c'est pour ça que je répète. Moi, j'avais imaginé un opéra. N'empêche que je me suis dit à un moment donné, ça serait bien que le réel soit là, qu'il y ait du concret. Donc, on est allé repérer 2 ou 3 fois, je crois, au Mexique. Et puis alors, la dernière fois, j'étais complètement désespéré parce que aucune image ne me traversait la tête, quoi. Et en fait, je me suis aperçu à ce moment-là que l'ADN du film, c'était l'opéra, donc c'était le plateau, donc c'était le studio. Et que là, on pouvait styliser un maximum. Enfin, en tout cas, moi, je pouvais styliser. Ce qui est quand même, je pense, absolument capital dans un drame musical. Camille, vous parlez du décor. Est-ce que, justement, tourner dans ces lieux où on fabrique vraiment au premier sens du terme, est-ce que ça ajoute, ça change quelque chose pour la musique et pour les chansons que vous avez pu imaginer sur place? Je pense que ça nous donnait quand même plus de liberté, comme pour Jacques au niveau de la mise en scène quand même. Il y a moins de paramètres dans un studio de cinéma qu'en extérieur, qu'avec des changements de lieux importants. On avait déjà énormément à faire comme ça. Moi, j'ai beaucoup aimé l'expérience, des décors, parce que, comme je vous dis, c'est fabuleux de voir un décor se monter comme ça. Mais ça se rapproche presque quand on est en studio de cinéma, ça se rapproche un peu du studio aussi. Voilà, les choses sont pas loin les unes des autres. On est dans un espace clos, ça crée une certaine concentration. Je pense que j'aurais été beaucoup plus débordée au Mexique pour suivre tout ça. On n'aurait pas pu le faire. Ouais. Moi, j'aurais pas pu. Ça n'aurait pas été aussi ambitieux, peut-être. Non, ça aurait été moins stylisé. Il y aurait moins de. À un moment donné, il faut accepter d'être formaliste quand tu es dans un truc aussi décalé qu'une comédie musicale. Et surtout, si tu te dis à l'image du personnage principal, le film changera. Voilà, le film évoluera. J'avais essayé déjà ça sur un film qui s'appelle De rouille et d'os, de faire changer, de changer la forme dans le déroulement du film, de faire comme un mélodrame chargé jusqu'au grenier.
Si on prend, alors on peut évidemment prendre plein de scènes pour essayer de rentrer dans le détail, mais si on prend la scène la scène où Emilia Pérez fait une soirée de charité pour demander de l'argent, et elle danse, etc., qui est quand même une scène assez impressionnante, et la chorégraphie, la chanson, et la mise en scène, est-ce que c'est quelque chose, en l'occurrence pour toi, de très nouveau, de faire ça, cette scène-là, est-ce qu'elle avait quelque chose de très particulier? Alors, ce qu'elle avait de particulier, il faudrait questionner Damien Jallet là-dessus, parce que l'autre jour, quand il m'en parlait, le chorégraphe. Oui, le chorégraphe, et comment on avait beaucoup, il avait, ou nous avions beaucoup répété avec Zoé, et puis c'était vraiment au cordeau. On avait divisé, je crois, le morceau en 3, ça fait segment par segment. Et la seule chose qui était vraiment nouvelle, c'est qu'il y avait, je crois, 150 figurants au tas, eux, ils ne savaient rien faire. Et donc Jallet a dû ils ont des mouvements un peu de danse aussi. Ouais, mais c'est ouf ce qu'ils font, c'est oui, génial. mais tu vois, il a eu, je crois, une matinée pour préparer la chose. Et donc voilà, et au résultat, bah, c'est comme ci, comme ça, on compte sur l'énergie pour nous sauver du désastre. Et comment t'imagines justement de mettre en scène des chorégraphies, puisque tu l'avais jamais fait? Est-ce que c'est en regardant plein de films? Est-ce que en se disant, ben, je plonge dans le grand bain et j'y vais? Moi, j'aime pas du tout la comédie musicale, personnellement. J'avais pas vraiment de documentaire. Alors, on a vu quelques petites comédies musicales. À un moment, tu voulais qu'il y ait des claquettes, non? Oui, c'est ça. On a vu R ensemble. Enfin, Milos Forman? Oui, mais sinon, c'est vrai, je le dis comme ça très simplement, moi, c'est pas un genre. Enfin, toute la comédie musicale des années 30, tout ça, Aster, je trouve ça bon, bref. Il y avait un mouvement de révolte à un moment donné. Donc, voilà, donc finalement, notre modèle, il fallait un peu l'inventer entre demi, fausse, tout ça, mais que on savait que ce qu'on faisait. Et puis avec ce truc très important quand même, c'est... oui, il y a la question de la transition, de Carla Sofia, de Carla Sofia Gascon. D'ailleurs, si je n'avais pas trouvé Carla Sofia Gascon, je ne sais pas où on serait aujourd'hui, franchement. Et je sais plus, oui, moi, les comédies musicales que j'aime, et donc nous allions aller forcément là-dedans, sont celles qui ont à voir avec l'histoire, avec la tragédie. Il y a une chose tragique, ben, chantons-la, dansons-la. Il y a quelque chose d'un exutoire là-dedans. Et donc oui, je pourrais citer Cabaret, je pourrais citer les parapluies de Cherbourg, la carte d'Algérie, voilà, c'est ça. Il faut qu'il y ait un contenu. Il y avait une volonté de Jacques et de nous tous aussi d'essayer tant bien que mal de passer du réel au chant, enfin du parler au chanter, d'une manière très douce, parfois presque imperceptible. On a un doute, par exemple, je sais pas, la scène de Rita qui va chez la sœur. Il y a un fond musical, il parle, mais après on comprend que petit à petit il rentre dans le timbre, et puis dans des notes, et puis dans une mélodie, et puis quelque chose se dessine derrière, mais de manière, enfin j'espère, un peu imperceptible. Et ça, je crois que c'était une volonté aussi d'essayer tout le temps de lisser les moments où on passe du réel. Est-ce que ça, Clément, c'est pas des choses qui existent, des formes qui existent dans l'opéra? Si, dans l'opéra, le chauffage des angles, le parler chanter, des choses comme ça. Dans la chanson aussi, mais... Mais cette scène-là, par exemple, avec le médecin israélien, c'était dès le début chanté, ça devait commencer effectivement comme ça, ou ça s'est fait sur le tournage, ou en fonction de l'acteur, comment ça s'est imaginé? Lady, en fait, non, au début c'était chanté, c'était une chanson très folle. Lady, oui. Ça y est, elle est partie. Ouais, au début, c'est toi qui as chanté sur la maquette Lady. C'était une voix un peu de crooner. D'ailleurs, on voulait peut-être un crooner. On cherchait un crooner pour ça. Après, il y a eu le comédien qui s'est présenté et qui incarnait très bien le personnage, d'ailleurs, qui n'avait rien de crooner en fait, ce personnage, puisque c'est un incorruptible. Voilà. Donc il l'a très bien interprété. Après, il a été question de le doubler par un chanteur qui aurait un peu le même timbre, un peu le même accent et un peu plus crooner. Et après, on s'est dit que non. Qu'on allait vraiment, que justement le fait qu'il ne chante pas vraiment de manière crooner et de manière plutôt chantée-parlée définissait le personnage et rendait la scène plus forte. Il y avait là-dedans, c'est ce que je me souviens un petit peu, il y avait quand même ce truc de l'acceptation de l'irrégularité, de la non-perfection, en même temps, je m'entends, tu fais déjà la grimace. Mais, non, je souris là. Non, mais, ah oui,
Mais non, mais tu vois, de ce truc, à un moment donné, d'accepter le fait que ça ne soit pas carré, programmatique, mort. Ouais, enfin, tu peux être carré et pas mort quand même. Enfin, tu peux. Non, mais tu vois, il aurait pu y avoir quelque chose de lyophilisé qu'on craignait, qu'on Ouais, craignait. complètement. Et on est allé vraiment dans ce sens-là en l'instrumentalisant, non, en l'arrangeant, comme si c'était du score au début. C'est des espèces de nappes, comme si c'était quelqu'un. Mais c'est quoi ce micro là? Ça fait un truc. Comme si le score, enfin, je sais plus, au début c'était des nappes de violon, je crois, des toutes petites nappes soulignaient juste le dialogue, quoi. Et puis imperceptiblement, on plonge dans la chanson. Est-ce qu'il y a peut-être des questions dans la salle? Attends, je vais rappeler comme ça. Il y avait tout près, il y avait tout ça. C'est ce sens de l'effort physique. Bonsoir. Ma question c'est, est-ce que les chansons ont été chantées lors du tournage ou est-ce qu'il y en a qui ont été enregistrées a posteriori ou, voilà. Elles ont été chantées à tous les stades. Elles ont été chantées par moi sous forme de maquette, par les comédiens avant le tournage. Et ces chansons ont été utilisées sous forme de playback. Et pendant le tournage, on a fait un mélange, je dois dire, assez chaotique, de moments où les comédiens suivaient le playback et un peu au feeling avec la mise en scène, des moments où on enregistrait le son in, enfin le vrai son en live des comédiens, donc pas forcément synchro avec le playback qu'ils avaient enregistré avant le tournage. Et ensuite, ça a été rechanté en post-synchro. Donc c'est un mélange de tout ça. Ces 3 phases, et puis Jacques au début avait la volonté de faire complètement du playback, de ne pas être forcément dans la vérité du chant, et je pense qu'il a fait l'épreuve aussi de l'émotion qui se dégage quand on chante vraiment sur le plateau, et donc finalement on a fait effectivement 3 phases, on a pris quand même sur le plateau le son. Mais bon, c'est vraiment un mélange de tout ça. Et puis il y a aussi du doublage, il y a des comédiens, enfin dans les figurants, c'est beaucoup de doublage, c'est pas eux qui chantent. Ouais. Je m'interroge sur l'autonomie qu'a eu Camille au niveau des textes, des chansons. Est-ce qu'elle avait un support qui venait de vous ou bien... C'était pas un support, c'est un échange surtout, je crois. À chaque fois sur ce genre de... Qui a fait quoi, on répondra toujours, c'était du va-et-vient. C'était constant. Et on avait la chance d'être vraiment dans une très grande proximité, donc ça allait très vite. On ne passait pas par des écrans, il n'y avait pas ni les téléphones, ni ces trucs-là. L'attente maximum, c'était une demi-journée. Il y a toujours monsieur. Oui, pardon. Oui, alors, bon, moi j'étais très sensible à l'aspect musical, et pour moi le moment le plus émouvant, c'était la fin, c'est le final, en fait, c'est Brassens, en fait, c'est un hommage que la musique mexicaine rend à, je dirais, à un auteur français, mais alors, j'ai pas vu, est-ce que Brassens a été crédité dans le générique? Oui, mais vous l'avez pas vu, le générique il fait 8 minutes. Ouais. Étant donné la température de la salle, on vous a épargné ça, mais sinon oui, bien sûr, parce que tous les auteurs de musique, de chansons, que ce soit des musiques, comment on appelle ça, de source, tout ça, tout, bien sûr, absolument. Après ça a une histoire, initialement, ça c'est Thomas qui nous l'avait fait écouter. Moi, je l'avais fait écouter il y a des années. C'était en fait une fanfare cubaine qui avait repris c'était un instrumental. On l'a écouté, ça nous a vraiment beaucoup plu. Qui avait repris les passantes. Oui, qui avait repris les passantes. Et donc on s'est dit, tiens, on va en faire la musique de fin. Voilà. Bonsoir, merci. Merci d'être là et pour ce dialogue. Beau, hein? Ouais. Non, mais c'est très drôle, très créatif entre vous, c'est très intéressant à voir. Mais j'avais une question sur les comédiennes, comment vous les avez choisies, à quel moment elles se sont imposées, et après, comment vous avez tous les trois travaillé avec elles. Alors, je sais pas, j'ai des problèmes. Comme ça a duré très longtemps, il y a forcément des choses que j'ai oubliées. Alors, je vais prendre dans l'ordre, non pas dans l'ordre chronologique, mais disons par les personnages. Le passage d'Emilia, j'ai fait du casting, j'ai fait pas mal de casting au Mexique, tout ça, et ça donne avec des actrices trans, actrices ou pas actrices d'ailleurs, et ça, c'était pas bien, quoi. Il y avait quelque chose, elles étaient trop
encombrés de leur transition, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et par je ne sais plus, par Pierre-Marie Dru, enfin bon bref, voilà. Et tout à coup, il y a Carla Sofia qui arrive dans le paysage, et là, ça change tout de suite. Et alors, je mets le point là-dessus, parce que ça va se répéter pour Rita, c'est que le personnage de Rita dans ce que j'avais écrit, c'était une fille qui avait 25 ans. Elle avait, non, pardon, comme Manitas, il avait 30 ans, un truc comme ça. Et donc, quand on reprend le film, il devait en avoir, quand elle était Emilia, elle devait en avoir 34. Et en fait, ce que j'ai vu avec Carla Sofia, c'est que le personnage était plus âgé. Voilà, c'est tout. Il avait 50 ans, et donc avec un grand passé. Et c'est passé exactement la même chose avec Zoé Saldana. Zoé Saldana, c'est des agents, moi je la connaissais pas bien, c'est des agents américains qui nous en ont parlé, ou je sais plus. Et donc, ne la connaissant pas, on fait un zoom, et là je découvre Zoé, je découvre qu'elle est black, et qu'elle a on ne doit pas dire l'âge des gens normalement, elle a en gros un peu plus de 40 ans, voilà. Et ça, c'est exactement la même chose que ça m'a fait réformer, vraiment mis en profondeur les personnages. Et Selena, alors ça me semblait bizarre, je la connaissais presque pas. Et j'avais vu dans Spring Breaker, elle avait, je sais pas, elle devait avoir 20 ans. J'ai revu dans le film de Woody Allen, et voilà, et je ne savais pas qu'en penser. Puis je la rencontre à New York un matin, elle est toute chiffonnée, petite poupée comme ça, et elle me rend fou. Donc je lui ai dit en 10 minutes, on va faire le film ensemble. Et d'ailleurs, ça c'est tellement rapide qu'elle ne me croit pas. Voilà. Et Adriana Pass aussi, elle était une jeune fille aussi à la base. Oui, tout à fait. Il y avait une totalement fausse évaluation de l'âge des protagonistes. Et Adriana Pass, j'ai rencontré au Panthéon, ici. Elle était de passage, elle a chanté a cappella dans le rouge. Et c'était merveilleux. Très très belle actrice. Voilà. Moi j'ai eu un souci avec les enfants. Quand il a commencé sa transition, les enfants avaient... Ah, le film vous a captivé. Les enfants, ils sont trop quoi? Ils font quoi? Ils n'avaient pas grandi de 4 ans. Ah bah si, c'est pas les mêmes. Hein. On a été attentifs à ça, madame. Si, ils ont 4 ans. Oui, Si, il y en a un qui est presque ado. Déjà, merci beaucoup pour le film. Et ça se voit qu'il y a eu une très bonne entente sur le plateau. Et alors, j'aurais beaucoup de questions, mais on va éviter de finir dans 2 jours. Non, s'il vous plaît, mademoiselle, ça y est, j'ai compris la question. On va répondre tout de suite. C'est beaucoup trop de questions. Mais déjà, la première que j'aurais, c'est à quel moment est-ce qu'on sait que ce n'est plus un opéra qu'on fait, mais une comédie musicale? D'abord, c'est Clément, parce que je me souviens, je ne sais pas si on a la même version des choses, mais je me souviens d'un soir, mais tu m'as dit que c'était pas ça. Tu romances très bien les choses. Non, c'est pas ça, c'est que je dis, en rentrant chez nous, j'ai dit alors, Clément, on est sur quoi? On fait quoi? On fait un opéra, Vous habitez ensemble? on fait un film. On fait un film, et il m'a dit un film, donc voilà. Je crois que c'était plus collégial que ça quand même, mais... Non, on marchait tous les deux. Ah bon? Non, je te posais la question très très benoîtement, parce que fallait continuer, fallait aller de l'avant. Tu lui as posé pas mal de fois cette question quand même. Mais on te laissait dans ton truc, tu voulais faire un opéra, et à un moment on t'a dit, fais un film. C'est parce que la musique avait vachement évolué, c'était normal peut-être d'aller dans ce sens. Et quand vous dites opéra, comédie musicale, vous distinguez la scène et le film, en fait, c'est ça que vous voulez dire? Pour moi, il y a quand même une différence entre un opéra et une comédie musicale. C'est gentil de le répéter à l'école. J'en peux. Je suis désolée. Non, parce que comédie musicale, on appelle ça il y a plein de termes, même pour l'opéra, tragédie lyrique, théâtre lyrique, il y a plein de... Je sais pas si c'est une comédie, on peut appeler ça un drame musical. Moi, une comédie musicale, c'est le terme générique un peu, mais... Ouais. En tout cas, moi j'ai très envie qu'on le porte à la scène, parce qu'effectivement, il y a eu une question au début de se dire, est-ce que c'est d'abord un spectacle, puis un film, et puis il y a eu une évidence sur le fait que c'était un film. Maintenant, j'aimerais bien, moi, qu'on le porte à la scène plus tard. Les assassins, moi, les gars.
Mais comment c'était quand c'était un opéra? C'est quoi qui a changé? Parce que je me souviens, il y a des scènes. C'était ce qu'on se Il y avait- racontait, je crois. Oui, mais C'était vachement moins construit que ça commençait à se construire, justement, c'est ça. Enfin, il y avait plus d'ellipses, je sais plus comment. on sait plus, on est dans le potage. Essayons pas de faire les intelligents. Ah, enfin, monsieur, mais je vous attendais depuis tout à l'heure. Merci Jacques, en fait la question sur Emilia, l'opérage, j'ai eu la réponse. Non, simplement je voulais remercier pour le film, parce qu'il faut le souligner qu'il a déjà été reconnu déjà sur le marché, puisqu'il faut le souligner et le rappeler que les 3 actrices ont quand même eu le prix d'interprétation, les 4 pardon, ont eu le prix d'interprétation féminine à Cannes, donc c'est quand même une forte récompense et reconnaissance. Une récompense chorale. Chorale, et j'espère qu'il trouvera sa place quand il va sortir le 28 août. Et 21. Le 21, pardon. Et merci encore Jacques pour tout ce que tu nous donnes. Merci beaucoup. Merci infiniment. C'est très gentil.